Bonjour. Bonjour. Comment se porte l'ANC et quels sont vos objectifs pour cette année nouvelle 2016? L'ANC se porte très bien. Vous savez que l'année dernière, on a eu une année très pleine à cause de la présidentielle. On s'est battu et c'est le lieu de remercier les populations togolaises et plus particulièrement celles des plateaux pour le soutien qu'elles ont apporté au candidat Jean-Pierre Fabre et qui ont porté en réalité, qui devraient, j'allais dire, porter Jean-Pierre Fabre à la tête de l'État togolais. Malheureusement, cette élection a été frauduleuse et on en a longuement parlé dans le mémorandum qu'on avait publié par la suite. Depuis le début de l'année, comme l'a indiqué le président national de l'ANC, son objectif, c'est la mobilisation, la remobilisation de toutes les populations togolaises, la lutte pour l'obtention des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, sans oublier les élections locales. Vous voyez que le travail est déjà tout tracé par le président national. Et il ne nous reste plus qu'à mettre en place ce qu'il faut pour que ces ambitions politiques soient une réalité dans l'intérêt de nos populations. Depuis le début de l'année, des 70 fédérations que nous avions sur toute l'étendue du territoire national, nous sommes passés actuellement à 89 parce que le souci du bureau national, c'est d'avoir nos représentants locaux le plus près possible des cantons et des villages. C'est pour cette raison que certaines fédérations qui occupent des territoires trop vastes ont été scindées pour que, au plus proche de nos cantons, on puisse y avoir les représentants du bureau national de l'ANC. Voilà en gros comment nous avons démarré cette année sur les chapeaux de roue. Alors, au vu de ce que vous venez de dire, ça veut dire que l'ANC se porte très bien. Alors, au lendemain de la présidentielle de 2015, CAP 2015 a promis une tournée nationale. Quand serez-vous dans les plateaux? Je ne saurais vous dire quand est-ce que nous serons dans les plateaux, mais je peux vous dire dès à présent que nous sommes en train d'y travailler. En effet, au lendemain de la présidentielle, CAP 2015 a promis reprendre une tournée nationale pour expliquer le contenu du mémorandum ainsi que les stratégies pour la lutte pour l'année 2016, ainsi de suite. Moi-même, je suis chargé de programmer cette tournée nationale. Je peux dire aux populations de Clouto et des plateaux en général, de Daï, que nous serons chez elles très prochainement. Dès que le programme sera établi, vous serez prévenus et je suis persuadé que l'ANC et CAP 2015 seront très bien accueillis dans les plateaux. Justement, FRAC, CST et aujourd'hui CAP 2015. Pensez-vous pouvoir réunir d'autres partis politiques autour de CAP 2015? Vous avez dit FRAC, CST et CAP 2015. Cela prouve que Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, a toujours œuvré pour le rassemblement des partis politiques. En 2010 déjà, il a créé avec quelques partis politiques le FRAC. Au départ, on était nombreux. Avant même la signature de la plateforme, certains sont partis et on était restés. À l'époque, on était UFC, il y avait UFC, ADI, PSR, et je pense que c'était tout. Sur Sotogo, qui n'était pas un parti politique, mais une association. Puis, Jean-Pierre Fabre a pensé qu'on pouvait élargir le FRAC vers d'autres partis politiques et vers la société civile. C'est ainsi qu'est né le CST, que vous connaissez, qui a été dirigé donc par le coordinateur Maître Zeus Ajavo. Puis, après, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être, après les élections législatives de 2013, recentrer le débat sur les partis politiques. Et c'est ainsi qu'est né CAP 2015, qui avait comme objectif de se battre ensemble pour gagner
la présidentielle de 2015 et gouverner ensemble, gouverner autrement. Malheureusement, nous avons gagné, mais aujourd'hui, nous ne dirigeons pas le pays, mais nous continuons à nous battre ensemble pour que l'alternance politique soit le plus rapidement possible une réalité dans notre pays. Vous me demandez si nous sommes ouverts à d'autres partis politiques. Nous disons oui, mais pas à n'importe quel parti politique, parce qu'on dit souvent que chien échaudé craint l'eau froide, ou dans notre langue on dit les et dandoua, on la voit le cri. Donc à partir de ce moment-là, nous serons certainement plus regardants avec les partis qui souhaiteraient désormais travailler avec nous. Nous aurons peut-être des partenaires, nous aurons peut-être des unions ponctuelles pour des actions bien précises, mais retomber dans ce que nous avons fait avec le CST, je pense que nous ne commettrons plus jamais cette erreur grave politique en acceptant que dans le même regroupement politique, on retrouve des gens qui ne partagent pas nécessairement les mêmes objectifs que nous. Alors, à présent, nous allons parler de ce problème contradictoire qui est actuellement sur le tapis. Et avant le décret d'application de la loi portant statut de l'opposition, le président Jean-Pierre Fabre a adressé une lettre au chef de l'État. Peut-on connaître le contenu de cette lettre? Le chef de l'État a-t-il répondu? Si oui, et quel est le contenu de sa lettre? En effet, le 13 janvier de cette année, le président national Jean-Pierre Fabre a adressé un courrier au chef de l'État pour lui demander d'œuvrer rapidement pour les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales prévues par l'accord politique global que nous avons signé au lendemain du drame que le Togo a connu en 2005, l'année de l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 1000 morts. Suite à ces morts, ces assassinats, les Nations Unies ont dépêché au Togo des enquêteurs qui ont produit un rapport. Ces enquêteurs étaient dirigés par M. Doudou Diène. Il y a donc un rapport appelé le rapport Doudou Diène qui a situé clairement les responsabilités. Je souligne entre autres que des personnes impliquées dans ces meurtres occupent aujourd'hui encore des postes dans le gouvernement ou dans l'administration dirigée par le régime RPT UNIR. Et ce rapport a préconisé le dialogue inter-togolais qui devait aboutir à la signature de l'APG. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous avons interpellé le gouvernement à plusieurs reprises. Nous avons saisi le chef de l'État à maintes reprises, mais sans succès. Je vous rappelle qu'en 2014, Jean-Pierre Fabre avait écrit pour les mêmes raisons au chef de l'État en tant que chef de file de l'opposition pour lui demander la mise en œuvre des réformes politiques. D'abord, le chef de l'État avait répondu que cela devait être discuté à l'Assemblée nationale et non avec lui. Et vous savez également qu'on avait fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale et que le RPT UNIR n'a pas voulu voter la loi. C'est à nouveau dans cet esprit que Jean-Pierre Fabre, en tant que chef de file de l'opposition, a écrit au chef de l'État pour lui rappeler ses obligations. C'est lui qui a signé cet accord. Il faut qu'il respecte cet accord. Et il lui a également rappelé dans cette lettre l'urgence d'organiser les élections locales au Togo. C'est dans cette lettre également que Jean-Pierre Fabre a rappelé au chef de l'État que dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, lui-même, il est inculpé et qu'il ne peut plus sortir du Togo sans autorisation et que nos amis, nos frères, nos militants sont encore détenus en prison depuis 3 ans sans aucune raison. Et parmi ces personnes, nous avons notre frère, notre ami Kwame Manti, qui était le député d'Akebou,
Et Jean-Pierre Fabre a réclamé également que la liberté soit accordée aux autres prisonniers politiques dont l'élargissement a été demandé par la Cour de justice de la CEDEAO. Jusqu'à aujourd'hui, je vous confirme que Faure Gnassingbé n'a pas répondu à cette lettre. Il y a peut-être une coïncidence que peu de temps après l'envoi de la lettre de Jean-Pierre Fabre à M. Faure Gnassingbé, le chef de l'État a choisi de signer le décret d'application de la loi portant statut de l'opposition, voté depuis le 13 juin 2013. Alors, vous avez parlé de coïncidence. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien hasard? Ah, bonne question. Coïncidence ou hasard, c'est une question que nous nous posons. Mais personnellement, j'ai l'impression que c'est la réponse, le décret d'application de la loi est certainement la réponse que M. Faure Gnassingbé a choisi de donner au chef de file de l'opposition, ne voulant pas aborder l'épineux problème des réformes, encore moins celui des élections locales. Il vous suffit de relire sa déclaration du 2 janvier pour comprendre que ce régime n'a aucune volonté, n'a aucune intention de faire les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales et n'a aucune intention d'organiser les locales dans ce pays. Parce que les élections locales ne sont plus faites dans ce pays depuis 1987. Et les délégations spéciales sont installées depuis 2001. Normalement, la délégation spéciale ne devrait pas excéder 3 mois ou au plus une année. Mais ça fait depuis 2001, ça fait 15 ans que des délégations spéciales dirigent nos communes. Et souvent, si on tient compte du rapport technique qui a été déposé sur la table du ministre de l'administration territoriale l'année dernière, ces délégations spéciales, pour la plupart du temps, n'existent même plus. Faute d'hommes, faute de moyens. Alors, que contient exactement en coupe de minutes? Des ministres tenus le 3 février, le gouvernement a pris des décrets de nomination au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Est-ce qu'on peut parler d'une avancée politique au Togo? Non, tout à l'heure je vous disais que nos communes, nos collectivités locales sont dirigées depuis 2001 par des délégations spéciales et que c'est en violation de la loi, c'est en violation de la Constitution, c'est en violation de la loi sur la décentralisation que cette situation persiste. Depuis 2004, le Togo a signé un accord, des engagements avec l'Union européenne, engagement dans lequel figurent en bonne place les élections locales. Depuis, rien n'a été fait. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le régime RPT UNIR se réveille et décide de mettre en place une nouvelle équipe de délégation spéciale. Nous, à l'ANC, ce que nous demandons, c'est l'organisation, cette année même, des élections locales, parce qu'on ne peut pas accepter que depuis 1987, il n'y ait plus eu au Togo d'élections locales. Pourtant, c'est prévu, expressément prévu dans la Constitution, si je ne m'abuse, dans son article 141. Il faut absolument que le régime nous donne clairement et le plus rapidement possible un chronogramme pour la préparation et pour la réalisation des élections locales au Togo. Nous n'accepterons pas, pour qu'une fois encore, on mette à la tête de nos communes, de nos collectivités locales, des membres du RPT qui ne sont en réalité là que pour leur poche, pour l'intérêt du RPT UNIR. Il faut que cela change.
Togolaises et Togolais, vous devez vous battre dès aujourd'hui pour que cette année 2016 soit l'année des élections locales sur toute l'étendue du territoire national. Donc, en réponse à votre question, ce ne sont pas des avancées, mais comment je peux appeler ça, des reculades, de la régression, rétropédalage, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, parlons justement du recul. Oui, d'accord. Parlons justement du décret d'application de loi portant sur le statut de l'opposition. Que contient exactement cette loi? La loi est très simple. Dans son article 2, la loi définit ce qu'elle appelle l'opposition. Il s'agit en l'espèce de l'opposition parlementaire. Ce n'est pas l'opposition dans sa généralité. Cette loi concerne, cette loi vient compléter la charte des partis politiques et ne s'adresse que aux partis politiques de l'opposition présentes à l'Assemblée nationale. Cette loi expose d'une part les devoirs et les obligations qui incombent à ces partis-là. De tête, je peux vous dire que la loi offre certaines possibilités aux partis politiques de l'Assemblée nationale. Elles ont le droit de rencontrer le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale ou le président des institutions quand leur premier responsable le souhaite. Elles ont le droit d'exiger l'équité quant à leur intervention sur les médias publics et privés. Leurs droits sont reconnus par la législation. Leurs devoirs, ce sont des devoirs qui sont tout à fait normaux. On peut considérer qu'ils sont normaux, le respect de la loi, le respect de l'unité nationale, ainsi de suite. Mais je vous dis tout de suite que les conditionnalités qui figurent dans la lecture qu'on nous a donnée du décret ne figurent nullement dans la loi. Ce sont des pures inventions de ceux qui ont lu le décret sur les radios et à la télé. Ça ne figure nulle part dans la loi. Cette loi consacre également le chef de file de l'opposition, et c'est cela qui a suscité le débat que vous avez connu la semaine dernière sur les antennes. L'article 24 de la loi précise ce que le chef de file de l'opposition est en réalité. Que dit l'article 24? L'article 24 dit: le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l'opposition au sens de l'article 2 ci-dessus, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est clair. Le parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le parti de l'opposition qui a 18 députés à l'Assemblée nationale, c'est l'ANC. La présidente du groupe parlementaire, c'est Isabelle Amégavi. Manavi, c'est tout. Donc, il revient, ce statut nomme automatiquement M. Jean-Pierre Fabre comme chef de file de l'opposition. L'article 25 précise: le chef de file de l'opposition, reconnu comme tel en cette qualité, jouit en cette qualité des droits spécifiques reconnus par les lois et règlements pour toute la durée de la législature. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous remplissez la première condition, c'est-à-dire vous êtes le chef d'un parti politique qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale dans l'opposition, vous êtes chef de file de l'opposition. À partir de ce moment-là, vous bénéficiez de droits spécifiques. L'article 26 dit: dans le cadre des règles de protocole de l'État, le chef de file de l'opposition a rang
de président d'institution de la République. Ça veut dire que dans le protocole d'État, le chef de file de l'opposition a rang de président d'institution de la République. Ça ne veut pas dire qu'il est président d'institution. Le chef de file de l'opposition n'est pas une institution en elle-même. Il a rang 2. Ça ne veut pas dire qu'il aura les mêmes avantages pécuniaires ou autres ou matériels que le président d'institution. C'est sur le rang protocolaire. C'est tout. Vous savez, il y a certains conseillers à la présidence qui ont rang de ministre. Ils ne participent pas au conseil des ministres. Ils bénéficient d'un rang protocolaire de ministre, mais ils ne bénéficient pas nécessairement des avantages en tant que ministre. Je tiens à vous dire cela parce que des gens ont raconté beaucoup de choses dans ce pays, qu'il aura droit à ceci, à ceci, à cela. Cela n'est inscrit, n'est écrit nulle part. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas à notre possession le contenu exact du décret. Ce que nous savons, c'est ce qui a été lu à la télé et qui n'explique rien du tout. On a parlé de véhicules, on a parlé des sommes, on a parlé de bureaux, cela n'est écrit nulle part. Il appartient au gouvernement d'en décider. Et d'ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 26 le dit bien. Il bénéficie des privilèges et ses avantages fixés par un décret en Conseil des ministres. Donc le dernier Conseil des ministres n'avait que pour objectif que de fixer par décret les avantages et les privilèges de chef de file de l'opposition. Ils l'ont fixé, mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas le contenu de ces avantages et privilèges. Alors, c'est un décret d'application de loi portant sur le statut de l'opposition togolaise. Pourquoi, selon vous, les autres se focalisent trop sur le statut de chef de file de l'opposition? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais c'est une question à leur poser, à eux, pas à nous. Mais je crois que dans la présentation du décret par le ministre chargé de la communication, il y avait un piège. Ce piège, il est cousu de fil blanc. En insistant sur les avantages pécuniaires et en insistant sur les conditionnalités inventées par le régime RPT UNIR, il savait que ça allait provoquer un tollé au sein de l'opposition. Parce que vous savez qu'au Togo, il suffit qu'on parle un peu d'argent pour que chacun commence à regarder où va l'argent. Ça, c'est un problème togolais. Donc, en introduisant la notion pécuniaire, ça a soulevé l'attention des jaloux, des mécontents, qui disent « Ah, il va toucher de l'argent. » C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais beaucoup sur l'article 25.6 plutôt, qui a bien précisé le terme de la loi. Ça a créé beaucoup de problèmes. Les gens ont raconté n'importe quoi. Et ils ont attaqué M. Jean-Pierre Fabre sur les ondes, ils ont raconté tout ce qu'ils ont voulu. Il y a certaines personnes même qui ont préconisé que le chef de file aille à M. Zeus Ajavon, maître Zeus Ajavon, qui n'a jamais été président de parti politique d'ailleurs. Et ce matin, dans Actu Express, il s'est exprimé en traitant d'incongru le raisonnement de ces gens, d'autant plus que le CST avait bien précisé que le CST n'était pas un parti politique, mais un regroupement de la société civile et des partis politiques. Et en 2013, les candidats à la députation étaient essentiellement des candidats des partis politiques. Il y avait des candidats UFC, des candidats OBU, des candidats PSR et des candidats ADI. Il n'y avait jamais eu de candidats de la société civile.
Ça aussi, c'est le mal togolais. Pendant qu'on saute sur Jean-Pierre Favre, qu'on le traite de tous les noms, qu'on occupe les médias pendant toute une semaine en essayant de dénigrer le chef de file de l'opposition, on oublie le plus important, on oublie que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, ce sont les élections locales. On oublie qu'au Togo, les populations ont faim. On oublie que nos hôpitaux sont laissés à l'abandon. On oublie que nos universités, il n'y a pratiquement plus d'amphithéâtre, et que les étudiants qui sont en licence doivent attendre 6 années pour passer leur licence, ce qui est totalement inadmissible. On oublie qu'avec 35 000 francs, les populations ont du mal à joindre le debout. On oublie que l'insécurité est galopante au Togo. L'insécurité est galopante au Togo. On oublie tout ça et on se focalise pendant toute une semaine sur les pseudo-avantages du chef de file de l'opposition. Mais, qui a désigné Jean-Pierre Favre comme chef de file de l'opposition? Ce sont les populations togolaises, par leur suffrage exprimé en 2013, lors des législatives. Parce que la loi est claire là-dessus. Malgré les fraudes, malgré un découpage électoral inique, les voix, les suffrages des populations togolaises ont choisi Jean-Pierre Favre pour avoir ce statut de chef de file de l'opposition, à défaut d'être président de l'Assemblée nationale, ou à défaut d'être aujourd'hui chef de l'État. Mais en 2006, au lendemain de la signature de l'APG, Maître Agboibo a été nommé, pas élu, comme Jean-Pierre Favre, a été nommé Premier ministre par Fonia Sibé. Est-ce que nous l'avons dénigré? Est-ce que nous l'avons insulté? Est-ce que nous avons envahi les radios pour le salir? Non. Quand il nous avait convoqués, nous avons répondu favorablement à son appel. Il nous a proposé des postes ministériels que nous avons gentiment refusés, mais nous l'avons assuré de notre soutien pour les préparations, pour la mise en œuvre consensuelle des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales dont il avait la charge. Malheureusement, il n'a rien fait. Aujourd'hui encore, il bénéficie des avantages et des prérogatives liées à son statut d'ancien Premier ministre. Il n'est pas seul dans le cas. Des avantages pécuniaires, des avantages matériels. Est-ce que vous nous avez entendu une seule fois critiquer cela? Non. Demain, Fonia Sibé, quand il ne sera plus président de la République, mais il aura son statut d'ancien chef d'État qui aura ses avantages en nature et en matériel. Je ne sais pas. C'est tout à fait normal et cela existe partout. Et puis, le statut de chef de file de l'État n'est pas une innovation togolaise. Ce statut nous vient de la pratique anglo-saxonne. Ça existe depuis des années dans les pays anglo-saxons, au Ghana, au Nigeria, en Angleterre. C'est depuis 2001 que les pays francophones ont commencé à adopter ce statut dans leur législation pour préparer les alternances politiques. Le Togo est parmi les tout derniers à organiser cela. Mais connaissant le Togo, connaissant le régime RPT-UNIR, toujours prêt à faire des lois jamais respectées parce que c'est surtout pour faire plaisir à la communauté internationale, mais en réalité, le Togo n'a rien à faire de ces lois.
On fait la loi pour faire plaisir, mais on ne les applique jamais. Il nous appartient à nous de nous battre pour que cette loi soit appliquée. Et comme l'a clairement dit Jean-Pierre Fabre, il va utiliser cette loi pour obtenir l'alternance politique telle que le souhaite le peuple togolais tout entier. Alors, merci beaucoup. En tant que conseiller du président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, chargé de la communication et éthique, certains comparent ce décret à l'accord signé en 2010 entre l'IFC et le RPT et parle de pièges tendus à Jean-Pierre Fabre. Selon vous, est-ce réellement un piège? Non, non, c'est pas un piège. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un piège, mais pas tendu à Jean-Pierre Fabre. Hein? C'est un piège, mais il n'est pas tendu à Jean-Pierre Fabre. Parce que qui connaît Jean-Pierre Fabre sait très bien qu'il ne tombera pas dans un piège cousu de fil blanc. Tout le monde sait que c'est un piège, je dirais même un piège à con. Mais comme disait le général de Gaulle, quand il y a un piège, on n'est pas obligé d'y tomber. Nos amis de l'opposition sont tombés dans ce piège grossier parce qu'ils n'ont vu qu'une seule chose, des avantages pécuniaires. Voilà, c'est leur obsession. Et on doit s'interroger sur cette opposition-là. Quel est son mobile? Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qui motive cette opposition? Ce n'est certainement pas l'alternance politique. Ils viennent de le prouver. C'est peut-être l'intérêt pécuniaire qu'elles espèrent un jour tirer dans l'opposition. Si j'étais à leur place, qu'aurais-je fait? Après lecture de la loi, j'aurais dit, il faut rencontrer Jean-Pierre Fabre pour voir ensemble comment nous pourrons utiliser au mieux cette loi, comment nous pourrons utiliser au mieux ce statut de chef de file de l'opposition pour que notre lutte que nous menons ensemble depuis tant d'années devienne rapidement une réalité. Pour que l'alternance politique que souhaite le peuple togolais soit une réalité le plus rapidement possible. Mais on a vu que soit ils n'ont pas lu l'article, soit ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas voulu comprendre, soit parce que ça ne correspond pas à leur stratégie politique. C'est dommage et c'est bien triste. Alors, actuellement, là, nous sommes. Que compte faire Jean-Pierre Fabre de ce statut de chef de file de l'opposition? Il a dit lors des présentations de vœux qu'il a reçues au siège de la l'ANC la semaine dernière, il a clairement dit qu'il promet, il s'engage devant les populations togolaises à tout mettre en œuvre pour que ce statut lui permette de mener la lutte qu'il a toujours menée et que l'objectif qu'il se fixe, c'est l'alternance politique. Donc, il va utiliser cette loi portant statut de l'opposition, ainsi que son statut de chef de file de l'opposition, il va les utiliser pour obtenir, d'une part, les réformes institutionnelles, constitutionnelles et locales. Il va obtenir les élections locales dès cette année pour aboutir à l'alternance politique le plus rapidement possible parce que les populations togolaises sont fatiguées, écrasées par tous les maux. Je lisais la dernière fois le rapport des partenaires en développement impliqués dans la SCAP. Qu'est-ce que nous entendons dans leurs recommandations? Aucun effort n'a été consenti pour l'adduction d'eau potable au Togo, toujours au même niveau. Les Togolais, à plus de 80%, n'ont pas d'eau potable à boire. Aucun effort n'a été fait dans la transparence budgétaire. Il n'y a même pas de statistiques sur l'emploi, il n'y a pas de statistiques sur la formation, il n'y a pas de statistiques économiques. Aucun effort n'a été fait pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Aucun effort n'a été fait
pour l'organisation des locales. Et d'ailleurs, dans ces recommandations, il est demandé un calendrier pour les élections locales. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons l'obligation d'écouter nos populations. Nous avons l'obligation d'écouter la souffrance de nos populations. Nous avons l'obligation d'être francs, d'être honnêtes, d'être directs avec nos populations, de leur expliquer la situation. Et elles aussi, elles ont l'obligation d'exprimer leur mécontentement, d'exiger leurs droit de vivre dans la paix, leur droit d'avoir le minimum vital, l'eau potable, l'électricité, pouvoir aller à l'école, pouvoir se faire soigner dignement. Dans une rédaction de RFI de la semaine passée plutôt, j'ai lu qu'en 2015, les populations togolaises, pour la grande majorité, ne se sont pas présentées dans les centres de soins ni dans les hôpitaux parce que, faute de moyens financiers. Après bientôt 60 ans d'indépendance, nos populations se retournent vers les soins, je dirais traditionnels, ou alors la pharmacie sur les marchés, parce qu'ils n'ont pas le minimum vital pour se faire soigner. Pendant ce temps-là, certaines personnes au Togo, quand elles ont mal aux dents, prennent l'avion pour aller se faire arracher une dent à Paris. C'est une insulte aux populations togolaises. Alors, que doivent attendre les populations togolaises de la loi portant statut de l'opposition et plus particulièrement du statut du chef de file de l'opposition? C'est ce que je viens de dire. Nous allons travailler avec le président national Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, pour que cette loi ainsi que ce statut nous permettent d'exiger au nom des populations togolaises des réformes qui permettent l'amélioration rapide des conditions de vie de nos populations. Alors, où en est-on avec les états généraux de l'opposition togolaise, ces derniers qui n'ont jamais fait l'unanimité au sein de l'opposition togolaise? Je vais vous poser une question. Ceux qui parlent des états généraux de l'opposition togolaise, on est en droit de se demander depuis quand ces partis ou ces personnes font réellement partie de l'opposition. Il est étonnant que des personnalités qui ont fait toute leur carrière de l'autre côté, en nous rejoignant seulement il y a quelques années, plus précisément depuis 2012, veuillent imposer à l'opposition leur point de vue. Qu'ont-ils fait pendant des années quand nous nous battions pour les réformes, pour l'indépendance, pour l'alternance politique dans ce pays? Mais ils jouissaient des fruits du régime RPT uni. Vous vous en souvenez? Il y a certains qui ont été directeurs du port, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, Premier ministre. Mais en ce moment-là, qu'avaient-ils fait pour changer la situation? Certains se vantent d'avoir été amis d'eux, d'avoir des entrées à. Ils nous ont attaqués, ils nous avaient attaqués, insultés, dénigrés par le passé. Même en 2010, quand il y a eu la scission au sein de l'UFC, que nous avons créé l'ANC, nous avons essuyé des critiques de cette même personne. Aujourd'hui, voilà que ces mêmes personnes parlent des états généraux de l'opposition. Or, nous les avons accueillis au sein des divers regroupements que nous avons faits et nous connaissons leur comportement. Et nous voyons aujourd'hui
leur position. Il faut d'abord savoir ce que opposition veut dire. Il ne suffit pas de se lever et de dire je suis de l'opposition pour être réellement de l'opposition. Il faut travailler pour l'opposition. Quand on est opposant, on s'oppose au régime en face, mais on n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Cela n'existe pas. Et ça rejoint les critiques que nous avions formulées à l'époque à la loi, cette loi portant statut de l'opposition. L'article 2 et l'article 3 de cette loi, nous les avons combattus. Parce que la définition que cette loi fait de l'opposition, nous ne sommes pas d'accord. Il ne suffit pas, à travers une déclaration, se dire être de l'opposition. Et l'article 3 qui dit qu'on peut être de l'opposition et être au gouvernement, nous ne sommes pas d'accord. Prenons aujourd'hui l'UFC. Est-ce que l'UFC est dans l'opposition? Je dis non. Puisqu'elle soutient l'action gouvernementale. Aujourd'hui encore, parmi les préfets nommés, celui de Daï, il est de l'UFC. Donc, je ne vois pas comment on peut parler d'être un parti de l'opposition quand on est soutien réel ou avéré du régime que nous combattons. Alors, donc, cette histoire ne tient pas debout, oui, et ne semble pas, et ne nous concerne pas. C'est bon. Le mois de janvier dernier, le campus de Lomé a été un théâtre d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre de sécurité. Les étudiants qui réclamaient, entre autres, les bus de transport, le traçage des pistes et l'électrification. Que pensez-vous de ce problème? Vous dites entre autres. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Vous savez, le malaise étudiant au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Chaque année, cela revient comme un leitmotiv. Les populations étudiantines, que ce soit à Lomé ou à Kara, en ont assez, en ont marre de travailler dans des conditions inacceptables. Les amphis sont surpeuplés, mal entretenus, le campus est mal entretenu, il y a même de l'insécurité qui règne sur les campus. Parfois, il faut se lever très tôt le matin pour pouvoir prendre part à des cours, parce que quand vous venez après 3h ou 4h du matin, vous n'avez plus de place dans les amphis. Comment voulez-vous qu'un étudiant puisse travailler sereinement quand il est obligé de quitter la maison à 4h du matin ou à 3h du matin pour faire la queue pour pouvoir trouver une place et travailler sérieusement? Avec le coût élevé des chambres aussi. Avec le coût élevé des chambres, de la vie, même de la vie des étudiants. Puis, comme ce régime n'a rien prévu pour recaser les étudiants à la fin de leurs études, on a mis en place le système LMD, mal compris, mal préparé. Ce n'est pas le système que nous critiquons, mais c'est mal organisé, mal préparé, ce qui entraîne un dysfonctionnement de la scolarité. Aujourd'hui, nous savons que pour beaucoup, passer la licence, il faut jusqu'à 6 ans d'attente pour passer une licence. Quand vous avez passé votre bac, que vous avez obtenu votre bac à 18 ans, que vous passez 6 années pour obtenir votre licence, à quel âge vous allez avoir votre doctorat et commencer la vie active? La veille de votre retraite. Et ça, c'est méchant. C'est irresponsable de la part du gouvernement. Ce gouvernement est en train de saper complètement la génération future. Celle qui va prendre la relève. Celle qui fera de demain notre pays. Celle qui fera de notre pays ce qu'il sera demain. C'est criminel. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cette raison que l'ANC a sorti une déclaration en soutien aux revendications des étudiants et exige que le gouvernement écoute les doléances
des étudiants, ils respectent la franchise universitaire, c'est-à-dire respectent l'université, et que les militaires et gendarmes ne s'y installent pour réprimer à coups de matraques, de gaz lacrymogène, de balles à blanc contre les étudiants. Nous ne sommes pas d'accord, nous le dénonçons. Alors, nous allons actuellement parler de l'OTR, puisque le mois de janvier aussi, il y a un problème entre les agréés et les non agréés concernant les badges de l'OTR au port autonome de Lomé. Et actuellement, là où nous sommes, il y a un problème aussi qui se pose au niveau de taxes d'habitation et tout ça là. Que pensez-vous? Vous savez, l'OTR est un problème pour nous. Que fait l'OTR? L'OTR collecte les recettes en provenance des douanes et des impôts. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que le Togo a fonctionné depuis des années jusqu'à aujourd'hui? Il y avait les douanes. Dans tous les pays du monde, il y a des douanes, il y a des services des impôts, il y a le trésor public qui collecte les recettes pour l'État. Est-ce qu'on a besoin de mettre une organisation au-dessus de tout ça pour faire ce que les impôts et les douanes faisaient déjà? On va me dire, oui, il y a la corruption, il y a des gens qui se sont illégalement enrichis dans les impôts et dans les régies de l'État, mais nous connaissons des gens aujourd'hui au Togo qui ont dirigé ces régies, je veux parler de la douane et des impôts, qui sont immensément riches aujourd'hui et qui sont dans le camp gouvernemental. Pourquoi le régime ne leur demande pas des comptes? Pourquoi à partir de cela il n'y a pas eu des réformes sérieuses de la douane, des impôts, et qu'on soit obligé d'aller chercher un étranger pour venir diriger cette institution? N'avons-nous pas des gens capables au Togo pour faire un tel travail? Ou alors on a peur que les Togolais soient de la même trempe que le gouvernement RPT uni a mis à la tête de ces régies d'État pendant des années? Parce que qui est-ce qui a nommé les divers directeurs des douanes, des impôts, jusqu'à aujourd'hui? Mais c'est le RPT uni qui les a nommés. Et ils sont tous membres de RPT uni. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, l'un d'eux a été inquiété pour détournement de fonds? Non. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces deux régies financières de l'État? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Si c'est la malversation, qu'on trouve les personnes incriminées, les cadres qui sont impliqués dans cette malversation. Si c'est la mauvaise gestion, mais c'est de la faute du gouvernement, parce que ils auraient dû s'en rendre compte beaucoup plus tôt et corriger le tir. Dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui doit démissionner. C'est le régime RPT unir qui doit reconnaître son incompétence à diriger ce pays. C'est ça la réalité. Quand vous avez une entreprise, que vous avez votre directeur financier qui commet des indélicatesses, vous le renvoyez, vous portez plainte contre lui, il sera jugé par le tribunal. Vous n'allez pas aller chercher une structure d'ailleurs pour venir faire ce qu'un Togolais peut faire. On ne comprend pas les raisons qui ont poussé le régime RPT unir à créer l'OTR et surtout à mettre à la tête de ces structures un étranger. Nous pensons que les Togolais sont assez compétents pour pouvoir occuper ce poste. D'autant plus que nous apprenons par-ci par-là que les sommes perçues par cette personne et par les commissaires qui l'entourent sont largement supérieures
au salaire officiel même du chef de l'État. Est-ce qu'il est normal que cette structure de l'OTR, qui est censée aider à la collecte des recettes de l'État, nous revienne plus cher encore que ce que les structures existantes faisaient? Donc c'est une question importante qu'on doit se poser. Nous sommes en train de vérifier certaines informations. Dès que ces informations seront en notre possession, nous poserons la question aux ministres concernés et nous nous exprimerons là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne les élections locales, vous me parliez tout à l'heure de la taxe d'habitation. Vous savez, nous ne sommes pas opposés à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, comme d'autres impôts, sont nécessaires à la vie d'une nation. Vous voyez par exemple la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe professionnelle, la taxe du ramassage des ordures, la taxe sur les carrières de sable, la taxe sur les marchés. Il y a plusieurs taxes. Ces taxes-là sont conçues pour être collectées au profit des collectivités locales, des mairies. Aujourd'hui, ces collectivités locales n'existent pas. On a parlé au début de notre entretien des délégations spéciales. Et je vous ai dit que d'après le rapport qu'on a en notre possession, certaines délégations spéciales n'existent même plus. Ces taxes ne peuvent pas être prélevées tant qu'il n'y a pas d'élections locales. Il faut qu'il y ait des élections locales pour que les élus locaux, les conseillers municipaux, les maires puissent voir ensemble avec les collecteurs des impôts dans quelle manière on peut collecter ces impôts-là à leur profit. Je veux dire, au profit des collectivités locales. Nous disons qu'on ne peut pas organiser des élections locales tant que les élections... On ne peut pas organiser les prélèvements de la taxe d'habitation tant que les élections locales n'auraient pas lieu. C'est très important. Aujourd'hui, on a distribué des documents aux salariés. Ces documents sont à la base même des impôts locaux. Parce que tout ça, ça s'appelle les impôts locaux. De la taxe d'habitation. Et nous savons que quand ça sera mis en place, ça sera prélevé à la source. Donc c'est assez grave. On est en train de préparer déjà le financement des collectivités locales et nous ne savons même pas comment ça va se mettre en place au Togo. En revenant sur cette taxe, je dois dire que cette taxe, compte tenu de la situation précaire dans laquelle vivent nos populations, ce loi doit être calculée de manière à ce qu'elle soit équitable pour tous les Togolais. Je ne comprendrai pas qu'on puisse taxer, ne serait-ce que de 2 000 ou de 4 000 francs, des populations en difficulté, quand on laisse les barons et des gens qui ont de grandes maisons, des grandes villas, de 10 lots, de 5 lots, peut imposer. Je reste persuadé que si on organise, après les élections locales, si on organise le financement des collectivités locales à travers une justice fiscale claire, on pourrait exonérer très largement les personnes qui ont des difficultés à vivre dans notre pays. Et le système tel que prévu ne prend pas en considération cette justice sociale. C'est pour ça que nous dénonçons ce système. On peut nous féliciter de savoir que le cacao togolais a franchi les frontières, puisque le régime togolais nous signale qu'il y a un jeune Togolais qui produit du chocolat made in Togo. Et d'ailleurs, la ministre Sina Lawson, en guise de vœu
de bonne année a envoyé à certaines personnalités des boîtes de chocolat made in Togo. C'est une bonne chose. L'ANC encourage ce Togolais qui a choisi de produire du chocolat togolais. Je me rappelle quand j'étais jeune, dans les années 56, j'étais dans les plateaux à Badou, puis à Clouto, et je me souviens que la richesse des plateaux à l'époque était le cacao et le café. Aujourd'hui, en circulant dans les plateaux, je vois le désarroi dans les yeux de ces agriculteurs. Depuis que l'OPAT a ruiné l'agriculture, la plupart des champs, la plupart des caféiers, de cacaoyers sont restés à l'abandon. La question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'au lieu de se féliciter de ce que ce jeune fait en matière de chocolaterie, c'est qu'est-ce que le régime RPT UNIR a apporté jusqu'à aujourd'hui à la filière cacao et à la filière café. Et surtout, que compte faire le Togo pour rénover et redynamiser ces deux filières qui ont besoin d'apport en intrants, qui ont besoin d'apport en main-d'œuvre, qui ont besoin d'apport en matériel agricole, qui ont besoin de soutien financier. Oui, je crois que tout est abordé, alors vous allez comprendre. Toi, tu feras la question après. Oui, j'ai compris vos mots de fin. Mot de fin. Hein? Merci pour nous avoir accordé votre micro cet après-midi. Je voudrais saisir l'occasion, j'aurais dû le faire au début, pour présenter les vœux de l'ANC et de son président national, ainsi que les miens propres aux populations des plateaux, et les assurer de notre soutien. Nous sommes de tout cœur avec elles et nous leur demandons de bien écouter les messages du chef de file de l'opposition, les messages du président national de l'ANC, d'apporter à Jean-Pierre Fabre leur soutien, car la lutte que nous menons reste exclusivement pour l'alternance politique dans ce pays, dans l'intérêt, je le dis bien, du peuple togolais. Parce que notre objectif, c'est l'égalité des chances pour tous les Togolais. C'est une autosuffisance alimentaire pour tous les Togolais. L'eau potable et l'électricité pour tous les Togolais. La santé. Parce qu'on a du mal à comprendre que après 60 années d'indépendance, nous n'ayons pas, comme le dit d'ailleurs le ministre de la Santé, de structure sanitaire au Togo. Il a reconnu. Il a dit devant la représentativité nationale qu'il n'y a pas de structure sanitaire, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire au Togo, que tout est à inventer. Après plus de 50 ans d'indépendance, qu'a fait le RPT uni de notre pays? Surtout dans certaines régions des plateaux, nous savons que quand vous êtes malade, vous êtes souvent obligé de passer la frontière pour aller vous faire soigner au Ghana. Si le Ghana avait agi comme le Togo, auriez-vous cette possibilité? Aidez-nous à aider le Togo à devenir un pays développé, un pays reconnu dans le monde entier comme un pays dynamique et soucieux du bien-être de ses populations. Je vous remercie.